Alors, j'ai repris un peu le truc là. Je vais dire que, pour moi, notre Europe, l'idée simple, il me semble à réfléchir, c'est notre Europe, elle s'est construite sur 3 grandes promesses. La démocratie, le progrès pour tous et la paix. Ces 3 monnaies sont menacées par l'ébranlement contemporain. Et donc, le défi, c'est d'y répondre. Et je fais donc un truc sur la démocratie et la culture. Je fais un truc sur ensuite notre triptyque sécurité, climat, numérique. Et je fais un truc sur la géopolitique. Et au fond, mon truc, c'est de dire, et je le mets derrière toute la puissance, une puissance démocratique et culturelle, une puissance d'avenir, une puissance d'équilibre. Et je trouve que ça s'enfile très bien. Je trouve très bien. Vous voyez autre chose qui est important de... C'est bien d'avoir un mot à mon avis très fort sur cette présidence sera aussi la présidence de l'égalité homme-femme et de l'émancipation économique. Introduire les quotas. France Inter. Le journal, Margot Turgy, bonjour. Bonjour Mathilde, bonjour à tous. La date est cochée dans son agenda depuis un moment. Ce mercredi 19 janvier à 11h, Emmanuel Macron va endosser le costume de chef du Conseil de l'Union européenne. C'est la tradition. Quand un pays prend la présidence de l'institution, son dirigeant se plie à l'exercice du discours. C'est vous qui allez avec au pupitre? Ouais. Ils ont de l'ambiance. Belgium lesquels nous avons plutôt. C'est-à-dire? Ah, là, oui. Bah, il faudrait pas que ce soit pendant la séance. Là, pour le coup. Non, ça serait Bon, bah, on va y aller. C'est 30. C'est 30 exactement. On va faire un truc très étonnant, c'est-à-dire qu'on va être à l'heure. On va respecter le temps. Nous devons, nous Européens, retrouver ensemble une Europe puissance d'avenir, c'est-à-dire une Europe apte à répondre aux défis climatiques, technologiques et numériques, mais aussi géopolitiques, une Europe indépendante en ce qu'elle se donne encore les moyens de décider pour elle-même de son avenir et de ne pas dépendre des choix des autres grandes puissances. Je vous remercie. Grande manœuvre aux portes de l'Ukraine. Moscou poursuit ses exercices militaires spectaculaires. Sur terre, comme sur mer, Vladimir Poutine montre ses muscles. Autour de l'Ukraine, la Russie masse ses forces. 100 000 hommes le long de la frontière, des soldats en Crimée depuis 2014 et désormais des missiles en Biélorussie. Dans des territoires comme le Donbass, des séparatistes pro-russes se battent déjà contre l'Ukraine. Craignant une invasion à tout moment, le président américain Joe Biden vient de placer 8500 militaires en état d'alerte, prêts à être déployés. Mais la Russie ne se laisse pas impressionner. De nouveaux chars arrivent ici, en Biélorussie, officiellement pour des exercices. Bon, ok. Tiens-moi au jus par télégramme et là je rentre. Ouais, merci. Ciao, ciao. Salut. Qu'est-ce qui se passe? Non, on essaie de coordonner les choses sur la Russie, là. Essayer de faire désescalader tout ça. Et on y arrive ou pas? C'est trop tôt pour le dire encore. C'est là. C'est trop tôt. Pour l'instant, ça monte un peu, non? Il y a beaucoup de monde à la frontière, il y a beaucoup de soldats russes qui sont à la frontière et des exercices militaires qui sont là pour montrer. Il y a eu
des alertes verbales côté britannique et américain. Oui. Après, il y a un débat qu'on a engagé. Je l'ai eu plusieurs fois, on a des discussions. Poutine ? Oui. Donc je pense qu'il y a quand même un chemin. Je pense pas que je vous reparle demain. Je pense que tout n'est pas perdu, mais il y a beaucoup de défiance qui s'est installée. Le sujet profond n'est pas l'Ukraine, mais de savoir comment gérer la sécurité aux frontières de l'Europe. C'est pour ça que c'est un sujet très très européen. C'est que nous n'avons pas réussi à concevoir la bonne organisation collective après la chute du mur de Berlin. On n'a pas repensé ce qu'était l'OTAN après cela. Dans l'esprit des Russes, l'OTAN ne devait pas s'élargir au-delà de ses États membres, plus à l'Est. Et donc je crois que ça a suscité une immense défiance. Ça s'ajoutant à une vraie révolution conservatrice en Russie, à une défiance croissante, à un régime qui s'est durci, replié sur lui-même. Hein. Tout ça sont des phénomènes multiples. Et vous le sentez dangereux ou pas ? En tout cas, ce qu'il faut voir, c'est qu'on n'a pas créé les conditions pour lever ces malentendus, qui est de savoir comment on construit la sécurité collective. Et on a raté, ce serait un terme. Nous n'avons pas pensé jusqu'au bout la fin de la guerre froide. Voilà. Vous savez ce qu'il veut ou pas, Poutine ? Vous le sentez pouvant traverser la frontière ukrainienne ? Ou pas, aujourd'hui, là ? Je ne dirai jamais ce que je pense profondément, parce que c'est ce qui... Les choix, je dis juste qu'en 2014, il a attaqué. Et il a envahi la partie orientale de la Crimée. Et il a massé plus de 100 000 hommes aux frontières aujourd'hui, en faisant des exercices militaires non coordonnés. Ce sont deux faits suffisamment lourds pour que je... Quand il y a une escalade verbale et sur le terrain, sur laquelle on assiste depuis plusieurs semaines, le moindre dérapage peut rendre une situation irréversible. On le sait bien, on a déjà vécu dans notre histoire. On a déclenché des conflits mondiaux, je pense au premier en particulier, sur des étincelles qui paraissaient très périphériques. Et là, on n'est pas loin de ça. Je ne veux pas tenir justement de grands mots, mais je suis obsédé par ça. Face à face au sommet, Poutine-Macron rencontre à Moscou aujourd'hui. Rendez-vous à 16h heure française. La com du Kremlin est robuste ce matin. Sur quel thème? Sur le thème tu es bienvenu, mais la visite est très importante, mais il n'y aura pas de personne. Mais leur intérêt est de gagner du temps. Et le nôtre aussi, peut-être gagner du temps. Tirer le fil et de créer de nouvelles échéances. Emmanuel Macron, médiateur au nom de l'Union européenne, est au Kremlin pour discuter avec Vladimir Poutine. Un tête-à-tête en ce moment même autour d'un enjeu, l'Ukraine. Le président français sait que la discussion sera ardue, mais les deux hommes ne se sont pas donné de limite de temps. Cela fait plusieurs heures qu'ils discutent de l'Ukraine. Le président français espère amorcer une désescalade. Но вы понимаете или нет, что если Украина будет в НАТО и военным путем будет возвращать себе Крым, европейские страны автоматически будут втянуты в военный конфликт с Россией. Конечно, потенциал Объединенной
организации НАТО и России несопоставим. Мы понимаем. Но мы также и понимаем, что Россия одна из ведущих ядерных держав. Победителей не будет. И вы окажетесь втянутыми в этот конфликт помимо своей воли. Ça doit être du travail, je crois. Ouais. Dans la relation avec lui, c'était un peu... non, mais c'était parce que c'était une situation beaucoup plus chaude et tendue. Mais quand j'ai dit que la situation était plus incandescente qu'en 2008-2014, je pèse mes mots. Je pense vraiment. Ça, je pense que c'est une partie sur un truc. Au fond, je pense que leur analyse profonde, c'est tout intéressant. Ils veulent vraiment régler le truc. C'est intéressant. Mais ça nous donne du grain à moudre pour la suite. Oui. Je pense que nous, le chemin qu'il faut poursuivre, c'est quand même d'essayer de les engager sur le fond, quoi. Et là, il y a un chemin. Ouais. Je pense que la situation maintenant est assez préoccupante. En tout cas, là où il a été très clair, il a dit que sur la Biélorussie, il ne mettrait pas de capacité nucléaire et il ne veut pas de fin de base fixe. Ouais, il y a eu un moment d'excitation en fait. De toute façon, il m'a dit j'ai pas besoin d'aller en Biélorussie pour. Ouais, c'est pas faux. La prochaine étape, c'est donc Kiev. Aujourd'hui, Emmanuel Macron va tenter de faire avancer le dossier avec le président ukrainien, dont il a salué le sang-froid hier soir, alors qu'il y aurait de quoi être nerveux, avec plus de 100 000 soldats russes à ses frontières. Volodymyr Zelensky, au pouvoir depuis 2019, ancien humoriste de télé, embarqué malgré lui dans cette crise. Delegation with red pages. Alors, on va juste faire monter la délégation. Il est où le badge? Bonjour. Bonjour. Come here, please. Manuel. Bon président. Ouais. Emmanuel, tu dis au président que je lui ai fait un message? Go, please. Non. Signature de 370. Camion Michel Pompier. Après, ils ont signé un mémorandum pour Thales, entre Thales et le ministère de l'Intérieur, sur la fourniture d'équipements de sécurité aux frontières. Aucun contrat n'est signé. Non, mais je suis hyper déçue en fait. Enfin, c'est plus que de la déception.
Parce qu'on était censé signer un contrat Alstom de locomotive, un gros contrat, 1 milliard. Sachant que le président va à Belfort après-demain. On vient à Kiev quasiment, c'est presque la guerre, et on vient signer des contrats. Donc il peut y avoir une incompréhension. Mais on explique que non. Au moment où des gens évacuent l'Ukraine, des ambassades ont été évacuées quand même, occidentales des États-Unis ont été évacuées il y a quelques semaines. Et c'est de dire, nous, non seulement on n'évacue pas notre ambassade, mais on signe des contrats. C'est-à-dire qu'on investit dans votre pays, et en soi, c'est un geste politique. Emmanuel, on a une mauvaise nouvelle. Le contrat Alstom a planté totalement. Alstom dit que c'est les Ukrainiens disent que c'est Alstom, évidemment. Et donc moi j'avais dit signer un protocole, quelque chose, un truc un peu engageant, oui, disant qu'on signera dans un mois. Donc là, qu'est-ce qu'il faut dire au président pour éventuellement rattraper avec Zelensky? Il passe un message qu'il va utiliser un truc à Zelensky. Ah oui, mais on a accès au président. Il faut lui faire un petit message et puis il faut lui donner le dernier point. Il ne faut pas en rester là, tu vois. Ils sont... je sais bien. Rien ne sera signé. C'est très ennuyeux. Et je pense que ce n'est pas leur intérêt. Dire à Zelensky de signer un protocole d'accord sous vos auspices. Il m'a répondu Philippe. Attends. Dire à Zelensky de signer un protocole d'accord sous vos auspices pour marquer détermination à faire avec la France. Pour le déjeuner. Hein? Tu veux ramener Non, file-le à Philippe Laville. C'est en projet d'Alstom, c'est pas inclus. А у нас же нет еще деревни, да? Надо repasser une tête. Il faut lui passer. Ça aurait été les donner. Évidemment. Ok. Tu lui souffles que c'est très important. C'est de l'emploi à Belfort. 1 milliard, c'est combien d'emplois? Je sais pas. Et c'est de l'emploi. C'est une ligne de production. Donc là, on fait passer un message au président qui est avec le président ukrainien, c'est ça? Qu'il le lui en parle. C'est un contrat qui a une grosse valeur politique. C'est la rénovation de tout le matériel ferroviaire ukrainien. Ah oui, le train. Andrei, can I see you a second, please, on this Alstom story? Because I think we can sign a protocol. Our bosses discussed it. And the head of the company is coming back to the palace right now. So if we are okay on the text, we can have a signature. Can we do this? I'm waiting for you outside of the room. Okay. Ben, on récupère le contrat Alstom. Ils vont signer? Je pense, oui. Monsieur Oleksandr Kamyshin, président du conseil d'administration d'Ukralinitia, et Monsieur Henri Poupard-Lafarge, président directeur général d'Alstom, signent un protocole d'accord entre la société Alstom et Ukralinitia. Церемонію підписання двосторонніх документів завершено. La France s'est déterminée, Monsieur le Président, à poursuivre inlassablement ses efforts de médiation entre la Russie et l'Ukraine pour mettre fin au conflit. Hier, avec le président Poutine, j'ai longuement évoqué évidemment ce sujet et il s'est lui-même réengagé à respecter les accords de Minsk, qui ont vocation à rendre à l'Ukraine son intégrité territoriale et qui tracent le chemin vers la paix.
situation est dangereuse, mais il reste de la place pour la diplomatie, c'est ce qu'affirme l'Elysée. Malgré les escarmouches en Ukraine, Emmanuel Macron doit s'entretenir dans la matinée avec Vladimir Poutine. Heureux de t'entendre, Vladimir. Merci pour ta disponibilité ce matin. Depuis notre dernière conversation, les tensions ne cessent de croître. Et tu sais mon engagement et ma détermination à poursuivre le dialogue. Je voudrais que tu me donnes d'abord ta lecture de la situation et peut-être de manière assez directe, comme on le fait tous les deux, me dire quelles sont tes intentions. Et puis après, je voulais essayer de voir s'il y avait encore des actions utiles à conduire et te faire quelques propositions. Ну, что сказать, ты и так все там видишь, что происходит. И ты, и канцлер мне сказали, что господин Зеленский готов к каким-то конкретным шагам, что он подготовил какие-то законопроекты по соглашению Минских соглашений, по выполнению Минских соглашений. Значит, ну чего появилось? 17 февраля господин Зеленский заявил, что Минские соглашения, цитирую, расставлены так, чтобы мы изначально были в проигрышной позиции. Наш уважаемый коллега, господин Зеленский, на самом деле ничего не делает, он вас обманывает. Ну, наверное, ты слышал, заявил вчера, что считает, что Украина должна вернуться к ядерному статусу. Mais non. Я обратил внимание на двоих, N'importe quoi. пресс-конференции как раз в Киеве. Он сказал, что нужно их пересмотреть, Минские соглашения, и дальше цитата, с тем, чтобы они были выполнимы. Non. Non, non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Je vais lui dire de ne pas entrer dans une discussion de détail avec lui. Что это такая ситуация? Vladimir, d'abord, une chose, je n'ai jamais dit qu'il fallait réviser les accords de Minsk. Je n'ai jamais dit ni à Berlin, ni à Kiev, ni à Moscou, ni à Paris. Je n'ai dit qu'il fallait les appliquer, qu'il fallait justement respecter les choses, et je n'ai pas la même lecture que toi des derniers jours, par contre. Эммануэль, вот, да, так что я не знаю, чего сепаратисты, конечно, можете, вас не устраивают, но они делали, во всяком случае, под нашим давлением все, чтобы выйти на какой-то конструктив с киевскими властями. Alors, par rapport à ce que tu as dit, Vladimir, plusieurs remarques. Première chose, les accords de Minsk prévoient un dialogue avec vous, tu as totalement raison. Dans ce contexte-là, il n'est pas prévu que la base de la discussion soit un texte soumis par les séparatistes. Et donc, quand ton négociateur essaie d'imposer aux Ukrainiens de discuter sur la base de feuilles de route des séparatistes, il n'est pas respectueux des accords de Minsk. Ce ne sont pas les séparatistes qui vont faire les propositions sur les lois ukrainiennes. Значит, смотри, мы с тобой, видимо, совсем по-разному это все понимаем. Значит, я уже тебе говорил, когда мы лично встречались, указывал и читал даже пункт 9, 11, 12 Минских соглашений. Je les ai sous les yeux. Il est bien écrit que le gouvernement de l'Ukraine, paragraphe 9, etc., propose, et que c'est en consultation et en accord avec les représentants de certains arrondissements des régions de Donetsk et Luhansk, dans le cadre du groupe de contact tripartite. C'est exactement ce qu'on propose de faire. Donc, je ne sais pas où ton juriste a appris le droit. Moi, je regarde juste les textes et j'essaie de les appliquer. Et je ne sais pas quel juriste pourra te dire que dans un pays souverain, les textes de loi sont proposés par des groupes séparatistes et pas par les autorités démocratiquement élues. Они демократически выбранные правительства, потому что они пришли к власти в результате кровавого переворота с убийствами и поджогами, и с сжиганием людей живьем. Вот. И Зеленский у вас из этой команды, судя по всему. Значит, диалог подразумевает учет интересов другой стороны. Да, они представили свое предложение, но эти сепаратисты, как ты их называешь, они же ответили. Ответа-то нет никакого. Где же диалог-то? Mais parce que, comme je viens de te le dire, on s'en fout des propositions des séparatistes. Ce qu'on leur demande, c'est de réagir au texte des Ukrainiens. Et il faut faire les choses dans ce sens-là, parce que c'est la loi. Mais ce que tu viens de dire montre, d'ailleurs, met en doute quelque part ta propre volonté de respecter les accords de Minsk, si tu juges que tu as face à toi des autorités non légitimes et terroristes. Послушай меня, но ты что, ты же меня слышишь хорошо?
Вот сейчас, ты меня хорошо слышишь, правда? Я же тебе говорю, что эти сепаратисты, так называемые, они ответили на эти предложения Киева. Они ответили, но на них не réagируют. Alors, ok, sur la base de leur réponse au texte des Ukrainiens, ce que je te propose, c'est qu'on exige de toutes les parties une réunion dans le cadre du groupe de contact tripartite pour qu'ils continuent à avancer. On peut dès demain demander que ce travail soit fait et exiger de toutes les parties prenantes qu'il n'y ait pas une politique de la chaise vide. Or, les 2 derniers jours, les séparatistes n'ont pas voulu se prêter à cette discussion. Moi, je vais, dans la foulée, exiger ça de Zelensky. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Si on est d'accord, je le lance et j'exige une réunion dès demain. До конца дня ответить и прислать тебе, значит, то, что там. Надо изначально нажимать было на них и заставлять их хоть что-то сделать. И ничего же не хотят. Mais si, moi je fais le maximum pour les pousser, tu le sais bien. Я знаю, но, к сожалению, это не действует. J'ai besoin que tu m'aides un peu. La situation sur la ligne de contact, elle est très tendue. J'ai vraiment appelé hier Zelensky au calme, je vais lui redire. Calmer tout le monde, calmer dans les réseaux sociaux, calmer les forces armées ukrainiennes. Mais est-ce que toi aussi, tu peux vraiment appeler à calmer tes forces armées prépositionnées? Il y a eu beaucoup de bombardements hier. Si on veut donner une chance au dialogue, il faut calmer dans la région le jeu. Comment vois-tu l'évolution des exercices militaires? Они идут по плану. Donc il se termine ce soir, c'est ça? Да, наверное, сегодня вечером там есть предложение войска оставить до тех пор, пока не угомонится на Донбассе. Ну, посмотрим. Сегодня я еще должен посоветоваться со своими промышленниками, и с Министерством обороны, с Министерством обороны. D'accord. Vladimir, je te le dis très sincèrement, pour moi, remettre la discussion dans le bon cadre et éviter les tensions est un préalable absolu. Et moi, ce qui m'importe, et je te le demande vraiment, c'est qu'on maîtrise la situation. Ça, c'est le premier pilier. Et je compte beaucoup sur toi parce que ne cède pas aux provocations, quelles qu'elles soient, dans les heures et les jours qui viennent. Je voulais très concrètement te faire 2 propositions. La première, organiser une rencontre dans les tout prochains jours à Genève entre toi et le président Biden. Je lui ai parlé vendredi soir, je lui ai demandé si je pouvais faire cette proposition. Il m'a dit de te dire qu'il y était prêt. Le président Biden a aussi réfléchi sur les manières de désescalader de manière crédible la situation, prendre en compte tes demandes et aborder très clairement la question de l'OTAN et de l'Ukraine. Dis-moi la date qui te convient. Спасибо тебе большое, Эммануэль. Для меня это всегда большое удовольствие и честь встречаться с твоими коллегами из Соединенных Штатов, и из Европы, и с тобой тем более, ты знаешь, у нас хорошие отношения личные. Эммануэль, я предлагаю все-таки переместить местами. Сначала поработать, подготовить, а потом уже объявлять о встрече. Потому что иначе, если приехать просто поговорить ни о чем, то это будет означать, что нас опять послали подальше. Вот и все. Mais est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui, là, à l'issue de cette discussion, qu'on est d'accord sur le principe? Je voudrais une réponse claire de ta part là-dessus. Je comprends ta réticence sur une date, mais est-ce que tu es prêt à avancer et à dire aujourd'hui, je souhaite une réunion à 2 avec les Américains, puis élargie aux Européens, ou pas? Voilà, c'est pas sûr. Là. Это же такая вещь серьезная, поэтому если ты хочешь, чтобы у нас были согласованные формулировки, мне кажется, сейчас нужно дать поручение нашим помощникам, чтобы они сейчас прямо сейчас созвонились и эти формулировки согласованы. В целом, конечно, я согласен. Абсолютно правильным направлением. Très bien. Tu me confirmes que tu es d'accord sur le principe. Je propose que nos équipes, sous la supervision de M. Ouchakov et M. Beaune, essaient de parachever un texte conjoint, en forme de communiqué, à l'issue de ce call. Я хотел идти играть в хоккей. Разговариваю из спортивного зала с тобой, но прежде чем не отдам эти все команды и помощникам своим там, и соответствующим сотрудникам, буду приступать к физическим упражнениям. Merci en tout cas Vladimir, on reste en contact en temps réel. Dès qu'il y a quelque chose, tu m'appelles. Je vous remercie, monsieur le président. Je peux raccrocher Emmanuel? Franchement. On joue quand même. Franchement. Non? C'est très bien. Donc 1h45. Nous allons vous réintégrer pour un débrief. C'est la musique de quoi ça?
Président. Je trouve qu'on a eu une bonne discussion ce matin, honnêtement. Je sais que ça vous a paru long sur le Donbass, mais il faut en passer par là avec lui, parce que sinon il pense. Le seul risque, évidemment, c'est d'être démenti dans les faits très vite, puisque les Américains nous passent encore toutes sortes d'informations qui disent que fondamentalement les Russes ne changent pas de posture. Oui, mais de toute façon, je vais te dire, si Poutine s'engage avec ça, ça a de la valeur parce que ça montre que, d'abord, on fait nos meilleurs efforts, et je pense que lui, ça le met dans une situation beaucoup plus difficile s'il devait déconner. Beaucoup plus difficile, en termes de crédibilité. Et je veux dire, s'il fait un truc qui est contre ça, bah, moi, je suis hyper cohérent. Oui, tout à fait. Jusqu'au bout, le type ment, j'en ai la preuve, regardez, voilà ce qu'il m'avait dit. C'est totalement différent, y compris... Nous, c'est très protecteur si les gens disent vous vous êtes fait traîner par les alliés. On va dire non, pardon, on s'est pas fait traîner, le type nous a simplement menti. Exactement. Je pense que lui, c'est quand même pas son modus operandi de faire ça. Ce qui est très important pour moi, c'est de dire qu'on fait tous les efforts, on s'engage à faire tous les efforts utiles pour maintenir la paix dans cette période. Ok, très clair. Bon, merci beaucoup. Merci à toi. Le problème est que Poutine est un menteur. Parce que là, il vient de donner instruction à Ushakov de ne pas mentionner le sommet d'aucune façon, donc aucune press line du Kremlin. Oui, mais nous, on peut le faire. Oui, mais ça ne nous arrange pas. Le mensonge fait partie du jeu de Poutine. Mais donc, nous, c'est à nous d'être plus malins. Donc, à chaque fois, on pousse un peu plus loin. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, on ne va pas arriver à leur faire dire sommet, mais demain, on y arrivera peut-être. Aujourd'hui, on va leur dire travaux intensifs, etc. Demain, peut-être qu'on arrivera à leur faire dire travaux intensifs pour un sommet. Mais pour obtenir ça, il faudra qu'on ait créé les conditions. Donc, on ait mis plus de pression, qu'on ait offert des options, etc., etc. Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение. Незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Les accords de Minsk restent la seule base pour un règlement du conflit dans le Donbass, ou plutôt restaient, car la reconnaissance des républiques séparatistes pro-russes par Moscou a mis un coup de canif dans le protocole. C'est ce qu'estiment les Occidentaux. L'annonce de Vladimir Poutine, il la célèbre avec l'hymne et des drapeaux russes. Ils ne sont que quelques-uns dans le centre de Donetsk, mais pour eux la victoire est grande. Ce serait une première étape avant d'intégrer la Russie. Dans la nuit, des habitants filment des colonnes de blindés. Tout le monde se demande si les Russes sont déjà là. Hello, Emmanuel. How are you? I'm busy all the day, as you are, and on the stage of your perspective. Discussing with many about the situation, we have a very good package agreed with the European Union. I agree that the package is satisfactory at this stage as a first action, because the situation can evolve and we can be pushed in a context where we should increase the level of sanction. As long as there is no military intrusion or a big change
I have to say I'm reluctant to have a NATO meeting. Yes, it has to depend on whether there are military actions. And so the question to the European Council. European Council, I think it could make sense to have some scenario on the table and see how we organize ourselves collectively vis-à-vis Russia, because I think it makes sense to strengthen the European feeling and unity. Okay, I think this is a good plan. Okay, Olaf, so let's keep in touch. Yeah, thank you, bye-bye. Thank you, bye-bye. Mario, how are you? I'm fine, how are you? Not too bad, my friend. I just got Olaf, so the sanction will be fully validated for tomorrow. I will call you in order to make sure that we are all at the same page. So, at this stage, what the move made by Russia is a huge diplomatic aggression, but what is the main scenario, the central scenario? And it seems it's happening as we are speaking. Yesterday, it recognized the two republics of Luhansk and Donetsk. Today, they ask for solidarity to the Russian army because they are aggressed by the Ukrainians. And Putin asked to the Senate, now, a few minutes ago, the authorization to send troops to help these republics. So, it will be the big game changer. Hello, Emmanuel. Hi. How are you, Boris? I'm very well. How are you doing? Not too bad, not too bad. I'm busy as you are on all this issue. So, yeah. How do you see the situation? I think that what Putin has done is a gross violation of international law. He's trying to divide everybody up, and we need to work out what we're going to do, because I think that we look we look weak, and he's just going to get what he wants, and we don't have a way of stopping it right now. Look, I think first we are validating the first bunch of sanctions, and I think this is a good way to react to this recognition as a first step. Yeah, it looks to me like he's going to keep going, and if he sends troops towards Kiev, if he launches a full-scale invasion, we need to work out, where we stand and how we unite, and I really feel we need to have a proper conversation about how we see this thing. I agree. And every time we try and negotiate with him, he does something more aggressive. I think we were right to negotiate because now he has the burden and clearly the responsibility to do so. But let's be clear altogether. None of us was ready and is still ready to go to Ukraine and send his troops to Ukraine. Because this is a unique reaction, let's be honest, with ourselves and with Ukrainians. And I agree with you that we have to strategize a little bit to see how we assess the potential evolutions of Putin, to see and to calibrate all together till where we are ready to go. I agree. It has a lot of value. Yeah. Okay, Manuel, it's great to talk to you as ever. Take care. All the best. Thank you. Take care. Bye-bye, my friend. Take care. L'enjeu, c'est de montrer le président dans sa position de leader, qui rassemble la famille européenne et qui, avec tous, construit une politique européenne à l'égard de la Russie qui tient compte des derniers développements et permet d'anticiper sur les prochains. Ça, c'est l'enjeu. Et ça, c'est complexe. C'est un vrai enjeu, parce que c'est compliqué. La crise oblige tout le monde à bouger et à se repositionner. Et puis, par ailleurs, à compter les uns sur les autres. Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe au coup d'après dans la crise. Donc là, c'est le bon moment pour refaire de l'unité européenne et donc dépasser, au fond, les difficultés précédentes. Oui, allô? Oui, bonsoir, Monsieur le Président. Je vous transfère dans la conférence avec le président Zelensky. C'est très gentil. Alors, comment vas-tu? Volodymyr, c'est Emmanuel à l'appareil. Володимир, це Еммануель на зв'язку. Як ти? Як справи? Дякую, Emmanuel. Écoute, je voulais d'abord prendre de tes nouvelles et que tu me dises comment évolue la situation sur le terrain et comment vous anticipez les prochaines heures. Проникнення нових не було. Вони були вчора, декілька тисяч
людей були на тимчасово окупований Донбас. Вони зайшли, і це ми бачимо. А щодо проникнення на іншу територію України, яку ми контролюємо, таких проникнень не було. Donc tu ne crains pas une attaque massive dans les prochaines heures ou demain qui déborderait l'armée ukrainienne? Еммануель, останні, чесно скажу тобі, декілька тижнів нам говорять, що це буде. Розвідка говорить, що такі ризики є, і ризики достатньо високі. Тому побоювання є, але тим не менш ми спокійні, тому що підтвердження 100% ми не маємо. Да, але ми розуміємо, що вони до наступу вже готові. Bon, d'abord, sur le plan matériel, nos armées donc, vont céder le matériel que tu m'as demandé. Il sera acheminé demain par avion militaire vers Kiev. Mais moi, je suis prêt, en lien d'ailleurs avec les autres Européens, à faire davantage. Donc ça, il faut que tu me redonnes une liste précise. Це прекрасна новина. Дуже дякую тобі, друже. Це зараз дуже сильно нашим хлопцям допоможе. Найкращого. Дякую. Amitié et courage. Тримайся, дружньо. Merci beaucoup, madame. Bon. Il a bien du sang-froid, hein. Il y a quand même une sérénité dans son système qui est impressionnante. Qu'est-ce qui lui parle en ce moment, Poutine? Erdogan, c'est un coup de fil. Honnêtement, il y a un truc moi, qui me frappe, c'est que son speech, en termes d'image, la longueur, l'énervement, le truc, n'est pas du tout militaire. C'est très étonnant. Il y a un truc qui cloche dans cette affaire. La mise en scène est vraiment pourrie. Non, mais il y a quelque chose qui manifeste de la fébrilité et le système n'est pas si aligné que ça. Des flashs lumineux, puis des déflagrations. À Mariupol, dans le sud-est de l'Ukraine, les bombardements russes ont commencé. Russia's invasion of Ukraine has begun. Missile strikes in the capital Kyiv. El presidente ruso Vladimir Putin ha ordenado la invasión de Ucrania. Hat es getan. Wladimir Poutine greift die Ukraine an. Zu Land, zu Wasser, aus der Luft. Tout a basculé dans la nuit quand Vladimir Poutine annonce à la télévision, par surprise, une opération militaire. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Ici, les chars russes qui franchissent la frontière nord avec la Biélorussie. Autre point d'entrée pour ces colonnes de véhicules militaires, le sud, depuis la Crimée annexée en 2014. А в Киеве пока все спокойно, да? Ну вот, пока город не бомбят. Okay. Но в Борисполе были взрывы, и в области были взрывы. Да. Но в Киеве их слышат люди, Ah là, c'est la guerre. Ouais, c'est la guerre. C'est la guerre. Vous pensez à quoi? Je pense à... D'abord, je pense aux gens sur place parce qu'on a eu des nouvelles dans la nuit, des copains à Kiev. Le président vient de parler à Zelensky. C'est pas un jeu de rôle. C'est des gens qui risquent de mourir, qui risquent de... Là, on a proposé à Zelensky, à son équipe, de se réfugier à l'ambassade si ça tourne mal à Kiev. Et puis, voilà, et puis, une chose à la fois, il faut faire chaque chose en son temps, mais c'est quand même très amer. Très amer. C'est bon?
Zelensky qui est très suivi de cas. C'était pas l'impression que tu donnais au président ce matin. Ah, c'est vrai? Oui, il dit que c'est plus le même. Ah, oui. Bah écoute. On va y être là. C'est bizarre, hein. Je me suis réveillé il y a 5 h du mat. Et j'ai vérifié mon téléphone. Et là, j'avais les premières alertes sur le discours de Poutine. Et alors, j'ai un message de Zelensky pour Poutine. Et c'est quoi? Ben, c'est arrête. Finalement, tu vois. Donc, je vais le passer à Ushakov de la part de lui. Qui est président. Il répond pas, tu vois. Ils ont fermé les écoutilles au Kremlin. Quel courage. Voilà. Vous essayez de joindre le conseiller, votre homologue au Kremlin? Il répond pas. C'est la 4e fois, là, tu vois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont le culot de faire la guerre, mais pas le courage de parler. Président discours. Là, tu vois. Nicolas. Bien. Très bien, merci beaucoup pour vous disponible. En si peu de temps, évidemment, je voulais, après notre échange d'hier matin, qu'on puisse se retrouver sous ce format pour un conseil exceptionnel lié à l'attaque militaire russe des dernières heures sur l'Ukraine. J'ai eu donc le président Zelensky ce matin, après l'avoir eu d'ailleurs hier soir à 21h30. La discussion d'hier soir avait été plutôt rassurante, selon ses standards, de rester sur la description qui m'avait été faite pour ma part hier matin. Et évidemment, ce matin, ce qu'il m'a décrit était une situation de guerre totale, en demandant notre solidarité, la coordination européenne et internationale, des initiatives auprès de la Russie, je vais y revenir, et un contact que j'aurai avec lui à l'issue de ce conseil. Moi, je voulais qu'on revienne d'abord sur évidemment la description des opérations et qu'on puisse ensuite planifier l'ensemble des actions de court terme à prendre en propre et des initiatives à prendre au niveau européen et international. En général. Sur les sanctions, donc on va reprendre tout le paquet qui avait été prévu sur le plan économique, plus une extension des désignations. Il y aura tous les membres de la Douma, il y aura tous les membres du Conseil de sécurité, sauf numéro 1 et numéro 2, quoi, Poutine et Lavrov.
Ensuite, le service d'action extérieure, c'était Sanino, a suggéré une mesure coordonnée de rappel des ambassadeurs à Moscou pour consultation. Je suis pas sûr, ça. Ouais, alors moi j'ai été prudent, j'ai dit qu'on rapportait tous à nos capitales et on voit. Non, je pense pas. Honnêtement, c'est de la. C'est normal, mais c'est une diplomatie classique que nous, on aime bien pratiquer. Mais là, en temps de crise, tu vois, nous, on a plutôt intérêt à avoir Pierre sur place, ne serait-ce que parce que, si tu veux, s'il faut évacuer des personnels, s'il faut renforcer la protection de l'ambassade, moi, je vais avoir besoin de l'ambassadeur. Il ne faut pas jouer à ça. Ok, peut-être qu'on va vérifier avec les Allemands et si on dit la même chose. Ça... Ouais. Alors moi je te dis où on en est. Donc on a fait un conseil restreint ce matin. La ligne du père, c'est quand même de très grande sévérité, très grande dureté. La mesure proposée par le ministre de l'Intérieur, c'était de suspendre la délivrance des visas aux Russes. Mais il ne faut pas... C'est toujours le même truc, c'est-à-dire que tu tapes sur le peuple russe, quoi. Oui, mais je crois que là on en est à un point où... voilà. Donc on se demande de se coordonner, on n'octroie plus de visas, c'est ça? Ouais. Ok. On fait un compte rendu tout ça. Merci. Super, je te remercie beaucoup. Je vais vous dire, la détermination à vous protéger. À vous protéger et à agir. Et à agir. Sans relâche. Ouais. En ces heures troubles. En ces heures troubles. Un truc sur l'unité, quoi. Où les fantômes de la Seconde Guerre mondiale sont convoqués. Ouais, où semble renaître les fantômes du passé, tu vois, ça suffira. Nous devons rester unis autour des principes qui nous font. Les principes qui font ce que nous sommes. Ouais, et qui sont aujourd'hui attaqués. La liberté. La liberté, la souveraineté. Et la démocratie. Et la démocratie. Tu me l'envoies comme ça, je fais un relissage. Tout de suite. C'est comme si on allait faire la guerre, là, quand même. C'est quoi? C'est grave. Je pense vraiment. Du fait qu'une grande puissance comme la Russie... C'est un membre permanent du Conseil de sécurité qui envahit un État et qui lui dénie son existence. Et puis il faut regarder la propagande russe à grand renfort de convocation des références de la Seconde Guerre mondiale. Enfin, c'est d'une gravité extraordinaire. Et je n'ai jamais vu une crise pareille. Donc, Parmi les questions qui se posent, c'est la robustesse des sanctions qui vont être mises en place. Ah bah les sanctions vont être maximales, ouais. Parce que si on ne sanctionne pas une telle violation de la Charte des Nations Unies, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est le secrétaire général de l'ONU, de la Charte des Nations Unies et de la notion de souveraineté égale des États et des peuples sur le territoire européen, tout est possible. C'est-à-dire ? Mais tout est possible. N'importe quoi peut être fait quand il n'y a plus de règles. C'est-à-dire qu'en fait, n'importe qui peut attaquer n'importe... C'est la guerre, en fait. C'est la possibilité de la guerre. La tête, ça va? Ça va sur l'image? Ça va pour la voix? Ouais, c'est bon. C'est très bien. Monsieur le Président, vous voulez. Françaises, Français, mes chers compatriotes. Cette nuit, la Russie a engagé une attaque militaire massive contre l'Ukraine. Ce choix délibéré, qui contrevient à tous les engagements pris par les autorités russes. Brigitte? Et après, il y a un petit morceau au milieu. Qu'est-ce qu'il y a? Le son n'est pas bon? Faut pas en même temps. Allez, reviens au début, on reprend. Françaises, Français, mes chers compatriotes. Cette nuit, la Russie a engagé une attaque militaire massive contre l'Ukraine. En ces heures troubles, où renaissent les fantômes du passé et où les manipulations seront nombreuses. Ne cédons rien de notre unité. Unité autour de nos principes de liberté, de souveraineté et de démocratie. Celle-ci est bonne? Oui.
Russia. That is very terrible what they do. So you know that they are now in some more cities, the centers of some regions, there are tanks, airplanes already, they are there. And now they are in Kyiv. We are fighting in Kyiv. I mean, they are with special forces and helicopters, or? yes, airplanes and helicopters, everything. We see it in video. We see it everything. A lot of. Do you have an idea on how many civilians were killed already? No, thousands. And what about you? Are you in security yourself? I think so. Are you sure, or do you think so? I think so, I'm sure. I think nobody is in safety situation now in Kyiv. I think so, because we are in the circle of Russian army. So which means that they sent special forces everywhere in Kyiv? Everywhere. In Kyiv, in Odessa, and from Belarus. So we fight everywhere on our territory, everywhere through. We couldn't imagine that it's not the same like it was in 2014. So it's much better, much more. I mean that, much more. No, it's clear. It's total war. Yes, total war. Okay. Okay. Yes. So I think, Emmanuel, it's very important to you to speak with Putin, and very important to make anti-war coalition. We are sure that European leaders and Biden can connect and call him and say stop. He will stop. He will listen to you. And what I want to say, just stop the war and speak with him. But he will ask till where you are ready to go. You're ready to sit down around the table and start negotiating? Of course. Okay. We have to. Of course, we have to. Okay. Volodymyr, as soon as I have a feedback from this side, I will do it. And let me revert to you on what we can do. I mean, for sure, very few things on the Russian side, but let me see with my people what could make sense to help on this issue. Okay. Thank you. No, take care. Thank you. Bye. Take care. Bon. Les 27 pays membres de l'Union européenne se réunissent ce soir à Bruxelles pour prendre de nouvelles sanctions contre la Russie. On parle de sanctions aux conséquences massives et sévères pour Moscou. Le président dit que l'intervention de Zelensky au début a été
C'est pas facile à gérer, très émotionnel. Et en fait, lui a conclu son propos en disant bah maintenant, ce que je vous demande, c'est de me faire rentrer dans le temps. Là, d'après vous, on a combien de temps? Je sais pas. Bruxelles, c'est un drôle d'endroit parce que tous ces gens qui sont quand même très très occupés, qui ont des agendas très serrés. Attendre des heures. Et nous, à Paris, où il faut qu'on négocie une demi-heure, etc. dans l'agenda du président, quand ils arrivent à Bruxelles... Ça fait tout exploser. Ah, tout exploser, pour quelle raison? Tout est possible. Pourquoi? Ça dure des heures. Pourquoi? C'est la façon de procéder, en fait. C'est des rounds, donc en fait les 27 s'expriment et s'il y a besoin de reprendre un autre thème, ils se réexpriment à 27 sur le même thème. Mais là, l'action de Poutine contribue largement à rapprocher, là. Ouais. Oh bah oui, on le voit, quand même. On a négocié les paquets et les conclusions, quand même, dans des temps records, hein. Mais c'est parce que sinon, c'est préparé depuis plusieurs semaines. Non mais après, il y en a certains qui parlent vite sur des thèmes qui ne... Normalement, ils parlent pas tous sur tous les sujets. Non. Mais là, c'est un peu... Quand ça touche à des intérêts stratégiques comme ça, là, t'auras quasi... c'est un sujet difficile. Oui, la guerre à la porte de l'Europe. Oui, et puis la Russie, c'est des perspectives européennes très différentes. Tu vois, entre l'Italie et la Pologne, etc. Enfin, ça vient de loin, quoi, de l'expérience historique de chacun. Oui, donc c'est parti pour durer. Mais ce qui est rassurant, pardon, c'est quand même qu'à la fin, généralement, ça marche. Mais c'est ça, l'unité. Et qu'à la fin, tu en sors quelque chose qui ressemble à une décision européenne qui fait avancer le suivi, quoi. Parce qu'à la différence des Nations Unies ou d'une autre organisation internationale, c'était quand même un intérêt commun, un sens de... Tu vois. Ça va? Ouais. Alors, ça va? Ça va bien? On a tout réglé. C'est convergent. Ouais. Honnêtement, c'était pas mal. C'était assez émouvant. Surtout quand on entend Zelensky au début. Et après, on comprend toujours des choses dans ces moments-là. Les gens, ils sont prêts. Eh ben, on y va. À l'assaut. Merci beaucoup. Bonsoir, mesdames, messieurs. L'Union européenne a décidé donc d'infliger des coups très sévères à Moscou sur à la fois des personnes et des secteurs. The first is the financial sector. Second, the energy sector. The third is the transport sector. Fourth are export controls and the ban of export financing. And finally, visa policy. Les temps tragiques de l'histoire reviennent. La guerre est là, sur notre sol. Et donc, si besoin était d'avoir la démonstration que l'Europe n'est pas simplement un marché de consommateurs, mais bien une puissance qui doit penser son indépendance énergétique, sa transition climatique par elle-même, qui doit penser une Europe de la défense capable de protéger ses frontières, ses citoyens. La guerre que nous sommes en train de vivre nous le démontre cruellement. Dans les temps tragiques que nous vivons, l'Europe n'a d'autre choix que de redevenir, peut-être de devenir, oserais-je dire, une puissance. Je vous remercie. Thank you and see you soon. Merci beaucoup. Le jour vient de se lever sur Kiev quand soudain, un missile russe frappe cet immeuble d'habitation. Sur 4 étages, des appartements ont été soufflés. 80 habitants, parfois blessés dans l'explosion, ont été évacués. On ignore encore le nombre exact de victimes. Уважаемые коллеги, вы видите, что западные страны предпринимают не только недружественные действия в отношении нашей страны в экономической сфере, я имею в виду нелегитимные санкции, о которых все хорошо знают, но высшие должностные лица ведущих стран НАТО
допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны. Поэтому приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства. Cette déclaration, cette force de dissuasion, c'est pas quelque chose auquel on pouvait s'attendre, même de la Russie. Écoutez, j'ai tout simplement du mal à trouver mes mots. Enfin, c'est une émotion non feinte. Ça fait depuis Hiroshima que cette question est un tabou. Enfin, je m'exprime avec la plus grande des gravités. Il met en alerte les forces de dissuasion nucléaire. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ça vous fait tous réagir ici en plateau. C'est un signal terrible, dire envoyé au monde entier. Il faut être honnête. Hein. C'est pas uniquement envoyé à l'OTAN. Ça monte d'un énorme cran, là, non? Je crois pas. Je crois pas, mais les mots sont... Les mots ont leur poids, comme dit l'autre. Donc, évidemment, dès que tu dis nucléaire... Mais enfin, le truc, c'est qu'il ne faut pas faire de paris dans des périodes comme ça. C'est-à-dire qu'il faut prendre tout ce que les Russes disent très au sérieux. Il ne faut pas imaginer que c'est juste du bluff, que c'est etc. C'est-à-dire ça l'est, probablement, mais peut-être pas entièrement. Et en tout cas, on ne peut pas se permettre de laisser le moindre doute sur des questions aussi graves. Et alors nous, on va faire comment face à ça? Comment on réagit face à une telle annonce? Le président va s'exprimer ou pas? C'est-à-dire que si Poutine menace de manière essentielle les intérêts de la nation, nous sommes aussi une puissance nucléaire. Et on peut riposter. Et on peut. Ah, c'est le grand jeu, là, hein, ça rigole plus. Ça rigole plus. Der Bundeshaushalt 2022 wird dieses Sondervermögen einmalig mit 100 Milliarden Euro ausstatten. Die Mittel werden wir für notwendige Investitionen und Rüstungsvorhaben nutzen. Monsieur le Président, Monsieur Olaf Scholz est en ligne. Nous nous mettons en relation avec lui. Merci. Allô? Allô? On va au-devant de grands ennuis. Les Allemands ne sont plus à l'heure. Tous les et Israël. Bonjour, here's Olaf. Ah, hello, Olaf. How are you? At first, let me congratulate you for your declaration for running again for presidency. Yes, this is the beginning. Now I have to compete to run to try to win. So, but thank you, Olaf. Thank you. So, how was your discussion this morning? After having talked to Putin, it's not becoming better. One aspect what impressed me more than all the talks, so he never complained about all the sanctions. I don't know whether this was the same in your talk, but he did not mention the question. Same. Yeah. And then he spoke about the debate between Ukraine and Russia and told me all his ideas about
how a compromise could be found. He's discussing about demilitarization, denazification, and then he is asking for Crimea as part of Russia and the independent Donbas Republic. So nothing new, to be very clear. And when I asked him whether there should be possibly a meeting in the Ukraine format earlier or later with you, me, Zelensky, and him, Putin, he was not refusing it totally, but saying two things. First, that it could be not a reason for ceasefire. And then he said he was just speaking about the three of us, so you, me, and him, not including Zelensky. And then he was saying that the Ukraine delegation left for Poland because they want to speak with the President of the United States to get their instructions, more or less. That's it. Okay, no, thank you. I think it's very similar with the discussion I had with him the day before. I think now it's totally determined to go till the end. And obviously, his narrative and the brutality even of his messages being broadcasted, plus all the initiatives he took in the past hours vis-à-vis civil societies and organizations in Russia are quite worrying, to be fair. So I think we have now a lot of elements being convergent to see that he is himself progressively radicalizing, I would say. So we have to keep discussing and working, but I'm quite pessimistic on the very short run after our two discussions. Yeah. I think, given the situation and the same assessment we have, we should work on with our teams on some critical scenario. Because if you look at the situation, it took us by surprise each time because he was the one to break the linearity of the conflictuality. And I think he is preparing something of this type for the coming days or weeks. Dans la nuit ukrainienne, la crainte du pire. Il est un peu plus d'1h du matin lorsque des tirs de chars russes retentissent. Cette fois, c'est au cœur d'un site nucléaire. Le responsable de la centrale lance un cri d'alarme. À la suite de frappes, il y a le feu dans la centrale nucléaire. Je répète, à la suite de frappes des forces russes sur la centrale, un incendie s'est déclaré. Le site touché est la plus grande centrale nucléaire d'Europe. Ces 6 réacteurs sont stratégiques. L'incendie est à tout juste 500 mètres. Un laboratoire et un bâtiment administratif sont en proie aux flammes. Monsieur le Président, comment allez-vous? Bonjour Raphaël, pardon de vous embêter, je sais que vous avez un avion à prendre. Je voulais vous prendre quelques instants très vite sur 2 sujets. Le premier, c'était évidemment ce qui s'est passé cette nuit en Ukraine. Je voulais un peu avoir sans filtre votre analyse des choses et voir s'il y avait des démarches que nous devions faire. Donc, il y a eu une attaque et l'impact a été sur un bâtiment administratif. Et finalement, donc, les pompiers se sont occupés de ça et ça a été résolu. En termes pratiques, il n'y a pas eu de radiation, il n'y a pas eu de problème de ce type-là. Les Ukrainiens eux-mêmes, ils ont mis 2 réacteurs en arrêt. On a 4 sites actifs plus le site de Tchernobyl. Oui, à Tchernobyl, c'est un peu la même situation. Vous avez des opérateurs qui sont là depuis 10 jours. Ils les laissent dormir, prendre douche, manger, mais ils doivent rester là-bas. Donc ils ne peuvent pas être séparés. Donc c'est une manière d'opérer qui n'est pas tenable. Si on a un problème, les répercussions seraient terribles et bien au-delà du conflit militaire lui-même. Je pense que l'avenir du nucléaire en soi serait vraiment compromis. Parce qu'aujourd'hui, Monsieur le Directeur Général, vous n'avez pas d'enquêteurs sur place.
Et vous n'avez pas de personnel du tout sur place? Non. Et je ne peux pas envoyer quelqu'un sans garantir que les cadres de sécurité soient parfaits. Donc, on devrait définir un statut spécial que du côté russe, ils acceptent notre présence, et du côté ukrainien, ils acceptent qu'il y a une présence de facto russe. Exactement. Bon, ok, je suis prêt à soutenir dès cet après-midi ça, et du coup, je vais essayer d'en parler avec Poutine et Zelensky avant lundi. Destruction de ponts, préparation de cocktails Molotov et de camouflage, installation de sacs de sable et d'obstacles à l'entrée des villes. Cette très forte mobilisation des Ukrainiens, l'armée russe ne l'avait pas anticipée. Au sud, dans la région de Kherson, ville passée sous contrôle russe, ces Ukrainiens osent défier les militaires en face à face. Ils crient « Rentrez chez vous » et brandissent le drapeau national. Les Russes tirent en l'air pour tenter de les disperser. Ce missile, tiré depuis le sol, frappe un hélicoptère russe et provoque sa chute. L'image, diffusée par l'armée ukrainienne, veut montrer au monde entier que l'armée russe a du mal à percer. Volodymyr, comment vas-tu? Володимир, як справи? Ну, люди тримаються, все нормально. Сьогодні в Херсоні вони робили те саме, що вони колись робили в Донецьку і Луганську, блокували постачання їжі і води і привозили гуманітарні вантажі, роздавали людям. В Херсоні, в Мелітополі вони це зробили, люди не беруть сюди їжу, такий цинізм, а вони грабують магазини українські в тому чи іншому місці, все забирають, а потім це виводять на площу і роздають. Я начебто це їх гуманітарний вантаж. І у людей, ти знаєш, такі настрій, всім дуже складно, всім погано. Але ніхто його не боїться. Я вважаю, що зараз українці показали всьому світу саме це. Bon, courage Volodymyr. Тримайся, Володимир, тримайся. On est avec toi et je pense à toi. Prends soin de toi. Дякую, мене. Дякую за всі. Allez, courage. Тримайся, тримайся. Ils sont d'un courage. Eux là, c'est fou. C'est d'un calme. Ils sont d'un courage. За життя дітей, за рівноправність, за демократію. І це дає нам повне право зробити наступне. Ми звертаємось до Європейського Союзу щодо невідкладного приєднання України за новою спеціальною процедурою. Un sommet des 27 en pleine guerre aux portes de l'Union européenne. C'est une première et cela dit tout des enjeux de ce sommet européen qui s'ouvre cet après-midi à Versailles. Jamais un sommet européen des 27 chefs d'État n'avait été aussi attendu, avec au menu des questions aussi décisives et clivantes que l'indépendance énergétique de l'Europe face à la Russie, l'examen de la demande d'adhésion à l'UE de l'Ukraine. 2 jours de discussions déterminantes sur l'avenir du continent et du conflit. On y va, c'est fini. C'est fini.
jusqu'à quel point on peut dire que l'Ukraine va rejoindre l'Union européenne. C'est dramatique comme débat. C'est dramatique. Kiev est encerclé. Demain, il peut se passer des trucs terribles en Ukraine. L'Ukraine a demandé à rejoindre l'Union européenne. Qu'est-ce qu'on dit? On a envie de dire oui, forcément. Mais est-ce qu'en disant oui, on empêche la guerre? Est-ce qu'en disant oui, on est sûr qu'on est bien capable d'intégrer l'Ukraine? C'est-à-dire de faire participer l'Ukraine au projet politique que l'Union européenne représente? Est-ce que l'Ukraine est capable, par exemple, tu vois, des dispositions toutes simples, mais tu prends la corruption, les règles de passation des marchés publics, standards démocratiques, etc. Est-ce que l'Ukraine est au standard? La vérité, c'est que l'Ukraine ne l'est pas. Mais est-ce que dans un contexte aussi dramatique qu'aujourd'hui, au fond, l'actualité justifie de passer outre? Compliqué. J'ai pas de réponse simple, je crois pas que le président en ait. Je pense qu'en fait la crise d'aujourd'hui change la Russie, change l'Ukraine et nous change aussi. Tout est bon? On commence sur énergie ce matin. Vous faites venir tout le monde là? Il y a un protocole? Vous attendez que vous allez chercher? Non, non, non. Ça va Mario? It seems you are the only serious guy. Huh? It seems you are the only serious guy. Well, I responded to the appeal. C'est surtout la Lituanie, je crois. C'est plus cosy ici, tu vas voir. Beaucoup plus cosy. C'est l'appartement de Marie-Antoinette, sinon. C'est vrai? C'est cosy, hein? Et tu imagines, regarde toutes les intrigues. C'est un endroit pour faire de la diplomatie. Vous vous invitez souvent mutuellement entre Allemands et Français? Avec les Allemands, on ne travaille pas comme avec le reste de nos partenaires. On travaille dans une relation beaucoup plus intime, beaucoup plus structurelle. Transparente. Ouais. Il y a les mesures que l'on doit prendre à l'égard de la Russie, il y a donc le débat sur les sanctions que l'on peut ou que l'on ne peut pas mettre en œuvre à l'égard de la Russie. Donc là, il y a un débat qui est très vif sur la question du gaz et du pétrole. C'est-à-dire ? Un pays comme l'Allemagne, par exemple, n'a pas tellement envie de mettre des sanctions sur le gaz, parce qu'il importe beaucoup de gaz. Aujourd'hui, si on fait ça, je crois qu'il y a une... Parce que c'est pas que le gaz, c'est gaz, huile et charbon. Gaz, pétrole, charbon. Ouais, pétrole, voilà. Gaz, pétrole, charbon. Et si on renonce à tout cela, je crois que la conséquence serait une forte récession en Allemagne. Problème de pouvoir d'achat majeur. Ouais. Qui dit récession en Allemagne, il dit récession en Europe.
Et pour la plus grande économie en Europe, de prendre une décision comme ça et de dire, avec des conséquences, on se débrouillera après. À savoir l'Allemagne, c'est pas vraiment une politique responsable, non? Et vous êtes d'accord avec votre homologue? Ah non, moi je fais pas ça. Je fais ça. C'est que je suis maladroit. Non? Je suis d'accord. Oui, il est d'accord. C'est comme ça que ça se règle. Tu es d'accord, non? Je pense que nous, on a une sensibilité qui est un peu différente parce que on n'a pas la même dépendance, on en a d'autres certainement. Et je pense aussi qu'au fond, notre anticipation, c'est qu'à un moment, il faudra accepter si Poutine continue, il faudra accepter de payer plus cher. C'est un peu, on sait que les sanctions lui font mal, on sait qu'elles nous font mal à nous. Payer plus cher, ça veut dire quoi? Ça veut dire payer le gaz plus cher, payer le pétrole plus cher, parce qu'on met des sanctions sur la Russie. Et qu'on va ailleurs en chercher. Oui, mais c'est pas. Encore une fois, on revient au même problème. Sur les marchés pétroliers, on a un problème de prix. Sur le marché du gaz, on a un problème de disponibilité. Ouais, c'est ça. Donc, ce qui est un problème plus important pour l'Allemagne que ça ne l'est pour nous, mais qui, de toute façon, peut très rapidement créer d'autres problèmes, y compris entre l'Allemagne et la France et d'autres partenaires. Parce que si, par exemple, il faut aller chercher du gaz norvégien pour le substituer du gaz russe, ben nous, on va se retrouver en compétition pour le gaz norvégien. Vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Emmanuel Beaune? Oui, tout à fait. Je crois que pour le gaz, si ce n'était que payer plus cher, on pourrait en parler. Ce n'est pas que nous sommes avares. Le problème, c'est qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas assez dans les quantités nécessaires qui pourraient être acheminées avec des bâtiments existants, libres, et des contrats à souscrire dans les temps nécessaires. Le Qatar, tous les contrats sont faits avec des contrats à terme. Avec l'Asie. Donc ils n'ont pas de gaz libre à vendre à nous comme ça. Les contrats sont souscrits pour des années avec les pays de l'Asie. Bienvenue à la conférence de presse à l'issue de notre réunion informelle. Cette déclaration de Versailles qui a été approuvée formellement il y a quelques instants restera dans les annales du projet européen. La façon dont nous répondons aujourd'hui à l'odieuse attaque de la Russie contre l'Ukraine va déterminer tant l'avenir de l'Ukraine que celui de notre Union et même au-delà du continent européen. D'après les Ukrainiens, l'armée russe a bombardé aujourd'hui un hôpital pour enfants. Il y aurait 17 blessés parmi le personnel hospitalier. Ce bombardement de Mariupol, la maternité, c'est inhumain. Et je condamne ça avec la plus grande vigueur. Je suis convaincue que ça peut être un crime de guerre. La frappe aérienne a coupé en deux le théâtre de Mariupol. À l'intérieur, des centaines d'habitants étaient réfugiés dans les sous-sols. Combien étaient-ils exactement? Les autorités de la ville avancent un premier bilan qui fait état de 300 morts. À l'avant et à l'arrière du bâtiment, le mot « enfant » est inscrit en russe. Une alerte bien visible. Російська авіація цілеспрямовано скинула надпотужну бомбу на драматичний театр у центрі міста. Vue du ciel, Mariupol est une ville rasée. La cité côtière a pris un visage funèbre. Des immeubles calcinés, des magasins ravagés, le résultat de 3 semaines de siège sur la ville ukrainienne. Intentionally targeting civilians is a war crime. After all the destruction of the past 3 weeks, I find it difficult to conclude that the Russians are doing otherwise. Une vision d'horreur, elle nous parvient de Boutcha, près de Kiev, en Ukraine, des corps qui jonchent les rues, plus de 300 cadavres retrouvés. La communauté européenne est sidérée. Il est clair qu'il y a des indices aujourd'hui
très clair de crime de guerre. C'est l'armée russe qui était à Boutcha. À 15 jours seulement de la fin de la présidence française de l'Union européenne, le suspense reste entier sur un éventuel déplacement du chef de l'État à Kiev. Alors qu'il a parfois été critiqué par le fait de continuer d'entretenir un dialogue avec Vladimir Poutine et par le fait d'avoir dit qu'il ne fallait pas, je cite, humilier la Russie. Est-ce qu'il se rendra en Ukraine? Point d'interrogation. On est bon? Allez. Quelle disposition d'esprit les Ukrainiens? Ils sont dans quel état d'esprit? Sur la base des déclarations de Zelensky, qui multiplie là, il est très alarmiste sur le front dans le Donbass, qui est présente comme la mère des batailles, très anxieux sur le rythme de livraison des armes. Ça ne va pas assez vite. C'est un vrai bivouac. C'est impressionnant, hein. Le fait de devoir prendre un train. Ouais, au milieu de la nuit, sans savoir trop à quelle heure on va arriver, parce que souvent l'électricité n'est plus distribuée sur le réseau. Donc le train doit être... Il y a une locomotive diesel qui prend la relève, et puis on prend un autre itinéraire, etc. Donc Qu'est-ce qu'on ressent dans ces moments-là? De l'émotion quand même, parce que encore une fois, bon, nous on y va et puis on en reviendra demain, etc. Mais on va quand même dans un pays qui souffre, quoi. Donc on y apporte de la solidarité, on y apporte des projets, on fait ce qu'on peut, mais enfin. Anne-Sophie, t'as donné ton passeport de Théo? Encore. En fait, c'est le trajet qui est plus critique. D'où aussi le besoin de confidentialité. Oui. En fait, pour des raisons de sécurité, nous, on est plutôt... on fait tout ce qu'il faut sur le plan de la sécurité, etc. Mais on n'est pas angoissé par ça. On a des partenaires qui étaient plus inquiets que ce soit fuité, mais le fait est que ça a été fuité dans d'autres capitales que Paris. Ah oui, puisqu'en fait, il y a un chef d'État dans ce... Yes, I mean they put a lot of money, and they have a lot of people in Baltic. Voilà, il arrive. Bonsoir, ça va, Président. Voilà, how are you? Hey. It's very good to see you. Please, but we can have something more than water. Yeah. And some food.
Excusez-moi, je vous interromps. Toute la délégation doit descendre rapidement. C'est une consigne. Oui. Descendre rapidement du train et aller vite dans les voitures. Je suis désolé, hein. C'est une consigne. Voilà. En réalité, quand même, si le pays est en guerre, il ne pouvait pas exclure qu'il y ait un incident. Comment allez-vous? Comment s'est passé le voyage? Écoutez, on est présent, concentré et je pense que c'est un moment important. Ça fait quoi la vie d'Orso dans cette ville? C'est une émotion énorme, ouais. Parce que il se trouve qu'on est plusieurs à très très bien connaître le pays. Et donc évidemment, on a subi ces événements avec beaucoup de sidération, mais en plus on a des amis ou des gens qui étaient directement concernés par le conflit. Donc revenir là, c'est et voir Kiev pas occupé. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est Kiev pleine de vie au fond. Oui, après il faut pas être, faut faire très attention. Non mais j'ai la première impression en image. Voir des gens dans les rues. Oui, voir des gens dans les rues. Moi, il y a un mois et demi, c'était pas encore le cas. Accompagné de ses homologues allemands et italiens, le président français est en ce moment même dans les rues d'Irpin, en banlieue de Kiev. À Irpin, où nous sommes arrivés par ce fameux pont détruit, symbole du début de la guerre. Irpin, ville martyre, à 25 km de Kiev. C'est par là, souvenez-vous, que les habitants ont essayé de fuir sous les tirs des snipers russes, sous les bombardements. Ville détruite à 70%. Elle a perdu 300 habitants. C'était fin mars. Irpin a été déclarée ville héros par décret présidentiel de Volodymyr Zelensky. Ça va? Can you make the zone? You can see the devastation. 95% of the city was evacuated, and only half of it was occupied. Bonjour. Bonjour. Vous vous souvenez de moi? Oui, bien sûr. Vous allez bien? On s'est vu à Versailles, n'est-ce pas? Oui, absolument. Ça change ici. Ça change. Ouais. Encore nous, malheureusement. Ouais. Parce que la dernière fois qu'on s'est vu, on avait parlé de pétrole. Et de gaz. Ouais. Mais tu vois, depuis, on a pris une nouvelle sanction. On y est arrivé sur le pétrole. C'est vrai. La quasi-totalité du pétrole russe est sous embargo, c'est ça? D'ici la fin de l'année. Ouais. Donc quoi, ça marche? Et là, en voyant ça, qu'est-ce que des diplomates comme vous dites? Grande question du pourquoi quand on voit ça qui est énorme question. Puis on a une responsabilité opérationnelle. C'est-à-dire pour que ça n'arrive plus ou que ça n'arrive pas ailleurs sur le territoire de l'Ukraine, il faut qu'on continue d'être là. Et on l'est. On vient avec un premier message de solidarité, de soutien à l'Ukraine.
et des dispositions opérationnelles aussi, des livraisons, etc. Livraison d'armes. Ça, c'est pour aujourd'hui. Et puis pour demain, on vient avec un propos commun sur l'Ukraine qui appartient à la famille européenne et la manière dont, au fond, on peut répondre à cette aspiration au long cours. C'est la photo symbole que certains attendaient de longue date. Autour du président Zelensky, Emmanuel Macron, avec le chancelier allemand, le président du Conseil italien et le président roumain ensemble à Kiev pour envoyer un message de soutien à l'Ukraine. Tous les quatre, nous soutenons le statut de candidat immédiat à l'adhésion à l'Union européenne pour l'Ukraine. C'est un geste fort, rapide, attendu, d'espoir et de clarté que nous voulons envoyer à l'Ukraine et à son peuple. Le président de la République à l'ambassade, évidemment, c'est majeur, surtout après tout ce qu'on a vécu, déménagement, retour, etc. Quand on était bloqué là, si on nous avait dit que le président de la République viendrait 3 mois après, ça aurait été extrêmement émouvant. Bah non, on pensait que les Russes allaient gagner la guerre, arriver ici. J'étais ambassadrice ici, j'ai passé 4 ans et donc c'est des gens, je les connais tous évidemment. Qu'est-ce que vous ressentez comme... Je ressens le cœur qui bat, je ressens un mélange de joie très intense de les voir vivants. Pendant la guerre, j'ai eu très très peur. Un jour, j'étais en entretien dans le bureau du président de la République, il avait un appel avec Zelensky. J'avais mon téléphone avec moi et à un moment j'ai reçu un SMS qui me disait qu'il y a un missile qui venait de tomber sur la maison de Kirill, le cuisinier. Et j'ai eu très peur. Et donc là, c'est... Je vais le voir. Aujourd'hui, vous avez vu le président Zelensky pour la première fois depuis le 8 février. Oui. Il a changé? Bien sûr. C'est-à-dire je pense qu'il y a une fait de fatigue, il s'est durci, il conduit une guerre. Donc oui, je pense qu'on change tous, mais ce sont des moments qui accélèrent encore. Cela, oui, je pense qu'il est plus grave. Et vous, ça vous a changé? Cette période me change, bien sûr. Oui. C'est-à-dire? D'abord parce que ce qu'on croyait impensable est arrivé une fois encore. Et après, moi j'avais passé, on avait discuté beaucoup de temps à essayer d'empêcher cela, à essayer d'engager. Je pensais qu'on pouvait trouver par le chemin à la fois de la confiance, de la discussion intellectuelle, avec Poutine. Un chemin avec Poutine, parce que j'avais
pas seulement l'intuition, mais la conviction que le jour où tu choisirais la guerre, il y aurait quelque chose d'irréversible. Et c'est ça qui est le plus inquiétant. Et donc c'est moins change parce que cela pèse. Et je pense que parfois, dans la vie de notre pays, on l'oublie. Ou ça donne le sentiment de s'éloigner de notre quotidien, alors qu'on en vit chaque jour les conséquences. C'est la guerre qui est en train d'arrêter la reprise économique de nos sociétés, d'importer l'inflation, la crise alimentaire, les millions de réfugiés partout en Europe. Mais dans le même temps, il y a encore quelque chose de plus tragique qui se joue. Là-bas, en Ukraine, dans la vie d'une nation, et les conséquences aussi qu'il y aura ensuite par ricochet. Donc, oui, moi je suis plutôt grave dans la période. Vous disiez un truc intéressant au début. Je pensais que la rationalité, l'échange, le raisonnement avec Poutine conduirait à quelque chose d'autre au fond. Oui. Bon, ça n'a pas été le cas. Non. Et pourtant, vous avez continué depuis le 24 février, je crois près d'une dizaine de fois. Peut-être, mais en gros, à échanger avec lui au téléphone. À quoi ça sert? Quand on sait que, au fond, les arguments, parce qu'on n'a pas autre chose que la raison. Parce que chaque étape... Non, mais après, il y a des contextes, des rapports de force et autres. Mais chaque étape est importante. Et donc, on n'a pas convaincu, il a envahi l'Ukraine. Ensuite, il y a une autre phase qui est passée quand on a découvert les exactions à Boutcha. Crime de guerre. Crime de guerre. Je l'ai qualifié, je l'ai dit. Là, ça change de nature parce que... Et c'est toujours pareil, c'est une étape franchie. Et c'est une étape dans le... Du coup, avec sa part d'irréversible. Et on continue quand même à parler parce que à ce moment-là, pendant plusieurs semaines, je ne lui ai pas parlé. Parce que je considère qu'il avait passé un cap et que, à la fois sur le plan moral, politique, mais même la capacité à obtenir quelque chose de lui et de le rendre acceptable pour les Ukrainiens était très faible. Et je lui ai ensuite reparlé beaucoup moins, mais je lui ai reparlé sur la situation de la sécurité alimentaire, en lien avec le chancelier allemand d'ailleurs, et seul pour essayer de sortir les céréales. Voilà. Pourquoi j'ai parlé à un moment de dire il fallait pas humilier la Russie, il faut parler. Ça a fait beaucoup de réactions parce que je parlais de l'issue, je disais à la fin. Vous voyez bien. Mais pourquoi vous l'avez dit maintenant alors qu'on n'est pas à la fin? À dessein, je l'ai dit le 9 mai. Parce que monter une musique qui continue à être là, plus anglo-saxonne, consistant à dire nous devons anéantir la Russie, l'affaiblir durablement. Or ça, c'est autre chose que faire ce qu'on fait. Et je pense qu'il y a là un risque. Le premier, c'est de confondre les positionnements. Nous sommes là pour aider l'Ukraine à gagner, à protéger son territoire, son indépendance. Nous ne sommes pas là pour nous battre contre la Russie, encore moins l'anéantir. Mais en quoi ça pouvait poser un problème, cette musique-là? Mais parce qu'elle coupe, parce que c'est comme ça que se font les escalades. Les escalades. C'est-à-dire? Mais vous perdez le contrôle d'un conflit. On n'a pas le contrôle, mais vous fermez des options, vous réduisez la capacité à être utile. Pour nous, être utile, c'est les aider à résister, sanctionner pour que ça se stoppe, mettre de la pression diplomatique, isoler, mais à un moment donné aussi aider à bâtir la paix. Si vous fermez toutes les options en escaladant verbalement, vous êtes beaucoup moins utile. Et ça peut riper. Exactement, et s'étendre. Est-ce que vous aviez envisagé l'émotion que ça allait susciter? Je savais que ça susciterait de l'émotion. Mais après... Moi, ce qui m'importe, c'est d'essayer d'être utile et de faire que ce conflit ne s'étende pas, que l'Ukraine puisse le stopper, retrouver le contrôle et que les Européens restent unis. C'est ça ma ligne, depuis le début. Et donc c'est aussi pour ça que je mets du temps à venir ici, parce que je veux bâtir une Union européenne. Et ne pas laisser s'installer une division Est-Ouest, pour ne pas laisser des pays au bord du chemin. C'est ça la clé. C'est comme ça qu'on tiendra l'unité de l'Europe. On peut le faire, on l'a montré pendant la crise Covid et on est en train de le montrer là, avec des mécanismes inédits. Il y aura encore beaucoup à faire, on n'a pas fini. On a encore beaucoup à faire. Je vous sens inquiet. Ça dure. Oui, je suis inquiet, bien sûr. Je suis inquiet de ce qui va arriver à ces femmes et à ces hommes en Ukraine. De ce qu'ils vivent, je suis inquiet de la suite des événements pour eux et de la manière dont notre Europe va savoir tenir à la fois dans la durée et prendre les bonnes décisions, tout ça. Donc
Mais nous saurons le faire. Je suis confiant aussi, je suis inquiet mais confiant dans les choix que nous ferons et la suite. Mais le moment est grave. Et cette Europe risque de s'effriter, vous pensez qu'elle va rester? Elle ne peut pas. Je ne suis pas un commentateur, je dois agir pour la faire. Donc, on fera tout pour que, au contraire, elle en sorte plus fort. Elle ne peut pas. On n'a pas le droit.